Donc, ce soir, on a le professeur Christian Joyal, qui est professeur au département de psychologie à l'UQTR, évidemment. Il est également chercheur à l'Institut Philippe Pinel et chercheur au groupe Cognac dans notre groupe de recherche. Donc, comme formation, le professeur Joyal a un doctorat en neuropsychologie de l'Université de Montréal. Il y a également un postdoctorat en psychiatrie légale de l'Université d'Helsinki en Finlande et un postdoctorat en neurologie du Harvard Medical School. Donc, il va nous parler de neurosciences en contexte médico-légal. Et je remercie Christian d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour à tous, bonsoir, je devrais dire. Merci d'être là. Comme on vient de le dire, je suis enseignant ici en psychologie, mais plus particulièrement en neuropsychologie. J'ai une formation de neuropsychologue au département de psychologie à l'UQTR. Et en même temps, je travaille au centre de recherche de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. L'Institut Philippe Pinel, c'est un hôpital psychiatrique, mais à sécurité maximale. Donc, la totalité de nos patients ont soit commis un crime ou soit ils sont excessivement difficiles à maîtriser dans leur milieu, un ou l'autre. Ils ont donc besoin de soins particuliers de troisième ligne. La problématique majeure avec tout type de criminalité, c'est d'être capable de mesurer des facteurs de risque, de dangerosité ou de récidive de façon objective. En ce moment, ce qu'on fait, non seulement comme on le voit surtout au Québec ces temps-ci, c'est très d'actualité, c'est qu'on se fie beaucoup sur l'impression clinique, ce qui est très bien, mais c'est quand même, on se fie sur un être humain après tout. Et donc, nos mesures, nos façons de mesurer sont très imparfaites. C'est difficile de prédire le comportement humain, évidemment, mais en plus, s'il faut se fier juste sur des impressions et des questionnaires, la sensibilité et la spécificité de nos mesures est loin d'être parfaite. Alors, il serait peut-être temps, comme on se disait depuis une quinzaine d'années, d'utiliser les neurosciences non seulement en psychiatrie, mais encore plus particulièrement en psychiatrie légale, en contexte médico-légal. Aujourd'hui, je viens de penser qu'il faut que je parte mon chronomètre parce que j'ai tendance à parler longtemps. Ça va faire ça 3 fois. Merci. Donc, j'ai maximum 1 heure pour vous présenter 3 domaines particuliers, 3 façons qu'on est en train d'étudier, puis qu'on espère bientôt pouvoir mettre en pratique en clinique, de mesurer avec les neurosciences des facteurs de risque de récidive. En ce moment, pour la criminalité en général et la criminalité violente en particulier, ce sur quoi on se base, c'est le passé de la personne. Le passé est toujours garant de l'avenir. Donc, une personne qui a été violente dans le passé, on se dit, ouh, elle a des bonnes chances d'être violente encore. Sauf que ça ne vaut pas grand-chose, parce qu'elle a été violente. Il est comme trop tard. C'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'elle soit encore. Mais nous, on aimerait ça être plus en amont. Essayer de découvrir les risques de violence avant ça. Comme tout le monde le sait sans doute ici, un homme violent ou une femme violente dans un cadre conjugal, le nombre de fois qu'il a été violent dans le passé, ça a une relation exponentielle avec les risques de récidive. Quelqu'un qui a été violent 3 fois, il n'est pas 3 fois plus à risque, il est 150 fois plus à risque de l'être une 4e fois. C'est particulier d'être violent envers qui que ce soit, incluant ses enfants ou sa conjointe. Quand c'est rendu 3 fois, c'est 3 fois de trop, mais c'est énorme 3 fois. Mais nous, une fois qu'on le reçoit et qu'il a été violent à répétition ou que la personne a commis des crimes à répétition, on a juste à regarder son casier judiciaire, puis on va savoir qu'il s'est fait arrêter 10, 12, 15, 150 fois. Alors, c'est peu utile au niveau clinique, surtout au niveau de la prédiction. Mais on parle de facteurs historiques. Dans les facteurs cliniques, un des facteurs de risque les plus élevés pour la criminalité, surtout de type impulsif, puis la violence, c'est l'alcoolisme. L'abus de substances en général, mais surtout l'alcool, ça fait des ravages parce que c'est un désinhibiteur. Et les gens il y en a des gens qui peuvent tomber amorphes, très heureux, mais il y en a d'autres qui tombent violents pour plein de raisons lorsqu'ils ont pris de l'alcool. Et c'est un deuxième facteur qui n'est pas très utile parce que c'est écrit dans le dossier, mais c'est ce qu'on utilise en ce moment. Puis le troisième facteur en milieu médico-légal, ce sont des pertes de contact avec la réalité, en particulier certains symptômes psychotiques et plus particulièrement des symptômes de la famille paranoïde, surtout si ça vient avec des hallucinations auditives mandatoires qui sont en lien avec les symptômes paranoïdes. Là, c'est dangereux. En plus, si la personne est en refus de traitement ou ne prend pas sa médication, ça peut être dangereux. Mais
dans la vie de tous les jours, c'est une minorité de personnes qui ont des psychoses qui sont violentes. C'est jamais plus que 10%. Là. Les gens alcooliques, il y en a bien plus que 10%. Mais souvent, ce qu'on voit, nous, c'est un mélange de ces trois-là. Sauf qu'ils sont à Pinel. Donc, c'est plus ou moins utile au niveau clinique d'utiliser ces facteurs de risque-là. Ce qui est pas mal plus utile, c'est d'utiliser ces trois-là. Un des plus grands facteurs de risque de la délinquance, c'est l'impulsivité comportementale. Beaucoup de personnes impulsives ne sont pas délinquantes, mais les délinquants généraux, la grande majorité sont impulsifs. Donc, un de nos premiers défis, c'est de mesurer l'impulsivité. En ce moment, ce qu'on fait, on utilise des questionnaires. Sérieusement. Donc, on demande à la personne, j'exagère un peu, il faut faire attention, je suis filmé. On demande à la personne, j'attends de l'oublier, « Hey, toi, es-tu impulsif? » C'est pas gros comme ça, mais c'est plutôt, est-ce que vous changez souvent d'emploi? La personne est à Pinel depuis 5 ans. Est-ce que vous changez souvent de conjointe? J'en ai pas. Est-ce que vous planifiez longtemps d'avance vos voyages? Je suis à Pinel, ou en prison, ou en centre jeunesse. Donc, ce n'est pas adapté, c'est fait pour la population générale. Et c'est comme ça qu'on teste l'impulsivité. L'autre façon, c'est avec des tests de neuropsychologie, c'est des logiciels où on montre un stimulus comme un carré à l'écran et la personne doit répondre le plus rapidement possible. Et de temps à autre, dans 20% des cas, il faut qu'elle retienne sa réponse. Non seulement c'est hyper ennuyant, mais nos patients décrochent très rapidement. Surtout des ados, délinquants en centre jeunesse, quand ça fait 5 minutes qu'on fait ça, pèse pas, pèse pas. Et là, la personne décroche, puis regarde. Donc, nous, on nous dit, bah, nos résultats sont invalides, il n'y a pas de motivation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le premier défi, donc, d'utiliser des moyens en neurosciences pour mesurer l'impulsivité. Mais au moins, l'impulsivité, c'est un comportement qui est observable. Au moins. Ce n'est pas la même chose avec l'empathie, ou plutôt le manque d'empathie. Pour la violence interpersonnelle, mais aussi pour la violence verbale, la violence psychologique, ce qu'on appelle les psychopathes en cravate, là, des bons PDG chez Bombardier, je ne veux pas nommer de personne, trop tard, qui sont capables de mettre à pied des gens la veille de Noël sans aucun remords. Ça prend quand même un sérieux manque d'empathie. Donc, ce n'est pas nécessairement relié à des actes criminels, le manque d'empathie, mais c'est difficile de mesurer ça. Comment faire pour mesurer l'empathie? Encore une fois, on a des questionnaires. Puis des questionnaires un peu grossiers. Genre, si tu vois quelqu'un qui se fait mal sur le trottoir, est-ce que ça te fait quelque chose? Donc, moindrement qu'on sait où on s'en va en milieu médico-légal, les gens sont facilement capables de répondre à nos questions comme on l'espère. Puis là, on dit, ben mon Dieu, c'est surprenant. Selon mon questionnaire, il est très empathique. Et que dire des intérêts sexuels déviants? Vous, monsieur, êtes-vous pédophile? C'est encore pire. On est en milieu médico-légal, je le rappelle. Alors, c'est pareil ici. Il y a un passé, évidemment, quelqu'un qui s'est fait prendre à faire des attouchements à un enfant, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est pédophile. Il y a une différence entre les agresseurs sexuels d'enfants et les pédophiles. L'agresseur sexuel d'enfants, le taux de récidive est assez faible. Parce que souvent, on l'avait vu tout à l'heure, de l'alcool, un manque d'empathie, quelqu'un d'un peu paumé, une occasion dans le temps des fêtes, une fillette de 11 ans qui se promenait par là, mais l'attrait sexuel de la personne n'est pas vers les enfants nécessairement. En fait, c'est pour la majorité des cas, ce ne sont pas des pédophiles. Mais nous, on doit quand même les évaluer. Comment fait-on? Eh bien oui, avec des questionnaires. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui en 3 parties comment on peut mesurer l'impulsivité, l'empathie et les intérêts sexuels déviants grâce aux neurosciences. Alors, pour ceux qui le connaissent un peu, on mesure l'impulsivité avec des questionnaires qui sont très connus, comme par exemple le Barat. Ceux qui ça intéresse, vous pouvez m'écrire. J'ai seulement une adresse courriel qui est disponible facilement sur le site de l'UQTR, c'est christian.joyal@uqtr.ca. Impossible de se tromper. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Par exemple, sur où puis-je trouver l'échelle de Barat ou l'échelle de Conners. C'est des échelles qu'on utilise surtout pour mesurer le TDAH chez les enfants et d'âge scolaire, évidemment. Neuropsychologie conventionnelle, j'en ai déjà parlé, c'est extrêmement ennuyeux. Et il y a 10 ans, nous avons découvert, grâce à notre passion pour les jeux vidéo, l'existence de lunettes à prix quand même assez modiques qui nous permettent l'immersion en réalité virtuelle.
Ça, c'est un vieux modèle. Aujourd'hui, on utilise l'Oculus. Oculus qui est rendu à la version 2.0. Qu'est-ce que ça permet? Ça nous permet d'utiliser des mesures qu'on peut prendre à faible coût dans n'importe quel endroit public, comme un CLSC, un hôpital où je travaille. On n'a jamais d'argent, évidemment. On ne commencera pas à avoir une voûte de réalité virtuelle à 660 000 $. Là, on peut avoir des lunettes à 200, 300 $ qu'on peut brancher sur un bon vieux laptop. Et soudainement, on va rendre la personne dans complètement une autre réalité, dans n'importe quel environnement qu'on peut décider. Jusqu'à maintenant, on a développé 4 environnements, dont une classe, et puis une cuisine, un appartement, puis je vais vous montrer un salon tout à l'heure. On est en train de faire un centre d'achat. Ce qu'on veut, c'est qu'au lieu d'apporter ou d'amener, je devrais dire, le patient à l'épicerie pour voir s'il est capable de faire l'épicerie, on essaye, c'est beaucoup plus pratique, d'apporter l'épicerie au patient. Et grâce à la réalité virtuelle, c'est rendu relativement facile, surtout si vous avez des collaborations avec le département de génie et d'informatique. Alors, ce que je voulais vous montrer pour commencer, c'est comment aujourd'hui on mesure l'impulsivité en neuropsychologie expérimentale. Le but, évidemment, c'est que ça devienne la norme en clinique. Je crois fermement que la réalité virtuelle est fortement associée au futur de la neuropsychologie, parce que là, au lieu de tester, pèse, pas, j'en dis, lève le bras, j'en dis, lève la jambe, oh, j'ai pas levé ma jambe. C'est drôle un bout, mais à un moment donné, après 20 minutes, c'est vraiment plus drôle. Mais surtout, dans la vraie vie, on n'est pas dans un laboratoire ou dans un bureau avec un neuropsychologue. Puis là, surtout les filles qui ont des troubles d'attention, ils arrivent le lundi matin, ils sont toutes en pleine forme, puis ils veulent au bout, ils se forcent, puis 20 minutes après, le neuropsychologue dit « Bon, elle n'a rien, cet enfant-là. » Mais si on prend l'enfant un mercredi à 3 heures et qu'on l'amène dans une classe virtuelle où il y a plein de bruit environnant, là, on peut provoquer des troubles attentionnels. Et nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on veut provoquer de l'impulsivité. Parce que jusqu'à maintenant, quand on teste des patients avec les tests conventionnels, la valeur de prédiction est très faible. Parce que les patients peuvent s'efforcer s'ils veulent, ou l'inverse, absolument pas s'efforcer du tout. Le but, c'est de rendre l'environnement distrayant et de rendre la tâche beaucoup plus difficile. Dans ce cas-ci, ce que je vais vous montrer, la tâche, c'est il faut répondre le plus rapidement possible aussi, ce qui est des fois un peu tannant avec la médication, mais le plus rapidement possible à la question, est-ce que la couleur des lettres du mot qui vont apparaître sur le flat screen, sur la télé qui est là, correspond à la couleur que tu entends? Si ça correspond, tu pèses. Si ça ne correspond pas, tu ne pèses pas. Je l'ai essayé, j'étais un des premiers cobayes, je n'ai jamais vu une tâche aussi difficile. Évidemment, on a plein de niveaux de difficulté, ça peut être juste des blocs. Mais, en même temps, comme on a des lunettes sur la tête, on est dans un appartement à 360 degrés. Et il y a des bruits environnants. Donc, je dérange la personne. Fait que, c'est comme si j'appicassais en plus. Fait que je dis réponds. Mais là, il y a des bruits de marteau-piqueur, il y a des bruits d'avion, il y a des bruits d'auto. Ah! Et c'est en plein ce qu'on veut. Ce qui fait que la tâche, comme là, ce qu'on voit, c'est une personne qui bouge beaucoup trop. Et elle doit répondre à ce qui se passe à la télé. Mais comme elle a un casque et qu'il y a des bruits environnants de temps à autre, la personne est portée à se tasser, bouger sa tête de gauche à droite. Et là, si elle bouge trop sa tête, à un moment donné, elle peut perdre le fil de ce qui se passe à la télé. Et c'est en plein ce qu'on veut. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a fait une thèse de doctorat d'une étudiante qui s'appelle Mylène Henry, et on a évalué cette tâche-là, qui est évidemment beaucoup plus longue que ça, avec les tâches conventionnelles pour réaliser que la tâche est beaucoup plus sensible. On est capable d'aller voir des gens, par exemple, qui ont des traumatismes crâniens, ça va faire l'objet de la présentation demain, qui ont des troubles d'attention, des troubles d'inhibition, des troubles d'impulsivité qu'on n'est pas capable habituellement d'aller mesurer. Là, on peut. Alors nous, on s'est dit, bon, on a une tâche, c'est parfait pour les ados, parfait pour les jeunes adultes, et un exemple d'application, c'est avec des adolescents agresseurs sexuels. Ça, c'est une publication qui est sortie en février 2015, ça ne peut pas être plus récent que ça, avec un groupe d'Américains de l'Alabama. En Alabama, il y a beaucoup d'adolescents agresseurs sexuels, on dirait. On avait un N égale 183, ce qui était trouvable chez nous. Et là, on avait des agresseurs adolescents. Il faut réaliser qu'entre 30 et 40 des agressions sexuelles sont commises par des ados. Et surtout les enfants qui sont agressés,
c'est souvent par des ados, jusqu'à 50 %. On en parle moins de ça. On imagine plus le vieux véreux qui se promène dans un parc. Mais souvent, c'est des ados et c'est arrivé près de chez vous. C'est rarement des inconnus. 10-15 % c'est des inconnus. C'est un ado qui est pas loin, ou une ado, mais c'est plus des garçons, et des gardiens ou des gens du voisinage. Et c'est quand même particulier, un adolescent qui agresse sexuellement un enfant, c'est quand même pas banal. En ce moment, on va traiter les adolescents en groupe. On ferait vraiment dans les deux sens du terme, traiter, là, on fait de la thérapie de groupe avec les adolescents, c'est comme si c'était tout un groupe homogène, c'est toute la même gang. Et puis, on ne fait pas beaucoup de tests neuropsychologiques. Avec des mesures neuropsychologiques d'impulsivité, ce qu'on arrive à faire, c'est de discriminer entre des groupes, ceux qui sont impulsifs de ceux qui ne l'ont pas, qui ne le sont pas. C'est toute une différence, ça, au niveau du traitement, au niveau de la raison pour laquelle la personne a passé à l'acte et au niveau aussi du risque de récidive. Ce qu'on découvre avec ce genre d'études-là, c'est que les ados agresseurs sexuels d'ados sont pareils comme des ados délinquants généraux. Ils sont pareils dans le sens neuropsychologique du terme. C'est-à-dire qu'ils sont impulsifs, mais ils sont capables de faire de la déduction logique, mais ils ont une grande impulsivité, puis ils ont des problèmes d'apprentissage verbal, comme l'adolescent délinquant régulier. Par contre, celui qui s'attaque, je devrais dire, qui a fait des attouchements à des enfants, on ne voit pas du tout d'impulsivité à notre tâche. On se dit, ah bon, OK, donc ce n'est pas le même pattern du tout cognitif et aussi de modus operandi. L'ado qui s'en prend des enfants, on commençait à voir qu'il y avait des problèmes de cognition sociale. Il était un petit peu plus paumé. Les enfants à qui il s'en est pris, non seulement ce n'étaient pas des étrangers, c'était ses petits amis de 8 ans ou de 10 ans qui se tenaient avec eux. On a regardé 11 ans et moins. Donc, il y avait quelque chose, mais il n'est pas impulsif. Ce n'est pas un coup d'impulsivité comme l'autre ado dans un party. Il y avait de l'alcool, la fille n'était pas toute là. Souvent, il y avait d'autres ados. Vous voyez, c'est le style délinquant total. Le délinquant qui s'en prend une fille dans un party, s'il y a du remords après, les risques de récidive sont minces. Mais l'ado qui s'en prend un enfant, il est-tu attiré vers des enfants? Ou il aimerait ça être avec une ado, mais il n'est pas capable. Ça, on peut le voir avec des tests d'impulsivité, mais avec d'autres tests de neuropsychologie. Puis, je vous présente le prochain test qu'on utilise avec des ados, qui est un test d'apprentissage. Mais il ne faut pas que ça ait l'air d'un test. Il ne faut surtout pas que ça ait l'air d'un test, puis surtout pas papier-crayon. Toi, est-ce que tu as de la difficulté à l'école? Tu sais, je vais parler à ton parent. Quel parent? Tu es en centre jeunesse, là, ils ne sont plus là, les parents, là, souvent, là, oublie ça. OK, on va faire quelque chose, c'est un jeu vidéo, toujours avec les mêmes lunettes. On va aller au casino, on va jouer au gambling. Hey, ça, c'est pas mal plus cool. Et comme vous pouvez voir en arrière, tu peux jouer sur une table. Il n'y a pas 5 joueurs. Toi, tu peux prendre une des 5 places. Je te donne 1000 $ virtuels. Ça, c'est intéressant. Tu as 1000 pièces. Tu joues avec. Tu peux miser 10, 20, 25, pas trop quand même. Mais là, tu mises sur n'importe quelle des 5 tables. Après 25 essais, les ados de la population générale, ils commencent à moins miser sur la table 4 et 5. Là, tu te dis, tu as remarqué, tu mises moins? Ah, je ne sais pas pourquoi. Un feeling, là. C'est un très bon feeling. La table 4 et 5, elle promet des gros montants, mais tu ne gagnes quasiment jamais. Fait que si tu continues à jouer 4 et 5, je vais aller chercher 1000 pièces. C'est sûr que tu te plantes. Sûr. Parce que tu peux perdre aussi. Mais après 25 essais, les ados, ils ne savent pas, mais ils ont comme un gut feeling que c'est pas super de jouer 4-5. Ils vont jouer plus les tables 1-2. Tu peux gagner 10 pièces, mais tu as une chance sur 2 que ça arrive, par exemple. Donc, à la longue, tu gagnes. Après 50 essais, les ados de la population générale, ils le savent maintenant. On peut arrêter le jeu, tu sais. Ils vont toujours miser table 1, table 2, table 1, table 2. Mais nous, on est allé plus loin. On avait un banquier avec le croupier. Fait que si, disons, l'ado, il perdait 1000 $, nous, avec du simple 25 % d'intérêt, on pouvait lui prêter un autre 1000 pièces et ça ne finissait plus. J'ai jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça de notre vie parce que les résultats démontrent que quand on prend des ados de délinquants généraux, qui apparaissent ici en jaune. Et quand on prend des ados de maisons des jeunes, de quartiers défavorisés de Montréal, on a pris Montréal-Nord, la Petite Patrie, puis Hochelaga-Maisonneuve, donc milieu socio-économique défavorisé, mais ils ne sont pas délinquants. Mais au moins, on n'a pas pris des petits ados de collège privé, que tout va bien. On voit que les ados, après, avec les essais, apprennent, sauf un groupe que je n'avais jamais vu de ma vie. Plus ils jouaient, plus ils sont poches. Donc, de l'essai 0,20, 21,40, 41,60. Ils perdent de l'argent, ils viennent emprunter, OK. Puis là, 61,80, j'ai jamais vu ça une courbe descendante.
Ça, c'était nos agresseurs d'enfants. Alors, les agresseurs d'enfants, pas impulsifs du tout, mais plus limités intellectuellement, plus limités au niveau de la cognition sociale, beaucoup plus de difficultés à se faire des petites amies de leur âge. Eux autres, ils n'avaient pas d'intérêt nécessairement sexuel envers les enfants, mais ils étaient plus limités, ce que j'aurais jamais vu avec ma tâche d'impulsivité ou des tâches classiques qu'on a pu voir ici. Maintenant, la question qui va rester à poser, les ados qui ont choisi des enfants pour avoir des relations sexuelles, est-ce que c'est préférentiel ou c'est juste circonstanciel? C'est une minorité qui vont devenir pédophiles, mais comme pour l'orientation sexuelle en général, comme pour n'importe quoi qui est de goût sexuel, ça se développe souvent au début de l'adolescence. Les pédophiles ne sont pas différents, ils disent la même affaire. Quand j'avais 12 ans, je tripais ces enfants de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 40, je tripe ces enfants de 12 ans. Wow, OK, ça veut dire que lui, cet ado-là, à 16 ans, s'il a agressé sexuellement un enfant, soit c'est parce qu'il est paumé, soit c'est parce que c'est préférentiel. Fait que dans la dernière partie de l'exposé, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour faire la distinction entre les deux. Mais là, ici, on est toujours dans l'impulsivité. Une fois qu'on a trouvé notre façon de mesurer l'impulsivité, comme je disais tout à l'heure, c'est un comportement. C'est relativement simple de mesurer la capacité d'apprentissage ou l'impulsivité. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est mesurer l'empathie. Et là, on rentre dans le cœur de la présentation. Mesurons l'empathie. Comment on fait pour mesurer l'empathie? Avec des questionnaires. Ou encore, on peut demander aux proches ou à la famille. Mais ça, c'est quand vous testez des étudiants en psycho en première année de bac, ça va bien. Mais quand vous testez des gens en centre jeunesse ou des gens à Pinel, souvent les parents soit sont physiquement plus là, soit ils ne veulent rien savoir de toi, chercheur. Ils ne veulent pas participer aux recherches, ils ne veulent même pas nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour mesurer l'empathie? Alors que c'est un des facteurs de risque numéro 1 de la criminalité interpersonnelle. C'est bien le manque d'empathie. Évidemment, l'empathie, c'est la capacité de ressentir ce qu'une autre personne ressent. Si vous ne l'avez pas, puis c'est ce qu'on voit souvent, surtout avec des traits psychopathiques, c'est toujours l'autre qui l'a cherché. Fait que quelqu'un s'est battu dans un bar, ouais, ben c'est lui qui est cave. OK, fait que toi, le dos d'un canard, tout va bien, je dors toutes mes nuits sans aucun problème. Je manque d'empathie. Mais ce n'est pas évident à mesurer ça. Alors, c'est là qu'entre en ligne de compte les neurosciences au-delà de la neuropsychologie, c'est-à-dire l'électroencéphalographie. Pour ceux qui aimaient Jack Nicholson et un vol au-dessus d'un nid de coucou, ne vous en faites pas, ça n'a rien à voir. Ça, on ne revient pas dans les années 70, il n'y a pas de choc électrique, rien, pas de lobotomie non plus, mais on peut mesurer l'activité cérébrale à partir de l'électricité. Parce que le cerveau est fait de cellules nerveuses qu'on appelle des neurones. Et les neurones ont la particularité, contrairement à toutes les autres cellules du corps, ils communiquent entre eux. Ils se parlent. Et ça se fait avec des messagers chimiques. Quand ils se parlent, ça produit de l'électricité. C'est pour ça que ça prend de l'énergie pour être un neurone. Ça fait de l'électricité, une petite centrale électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça date vraiment des années 70, l'électroencéphalographie. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on a des beaux petits casques de bain. C'est rare que les gens ont un look aussi beau qu'elle avec un casque de bain. Évidemment, ça, c'est une photo de la compagnie. Fait que, tu parais bien avec ton casque de bain. Non, mais c'est pas grave. On peut l'attacher, le casque de bain, et ça se pose en 5-6 minutes. Donc, dans un contexte médico-légal, dans un hôpital, dans une prison, avec des gens dans un centre jeunesse, des gens qui ont des troubles de conduite, qui sont impulsifs, c'est pas le temps de le mettre dans un scanner, puis il faut surtout pas que tu bouges pendant 1h30, là. C'est pas le temps. Et en plus, nous, on utilise des scanners de la résonance magnétique. Ça coûte 2000 $ de l'heure. Puis ça prend un psychiatre, une infirmière, un garde, un fourgon, un chauffeur de fourgon. Puis juste le psychiatre, c'est 3/4 de l'argent. Ça fait 2000 $. J'ai encore oublié que je t'ai filmé. Alors, ça coûte quand même bien trop cher. Et en plus, en milieu médico-légal, il faut prendre le patient puis l'amener. Nous, on l'amène à l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal. Sérieusement. C'est pas super. Alors, encore une fois, comme l'épicerie virtuelle qu'on est en train de monter, ce qu'on veut, c'est apporter la neuroimagerie au patient au lieu d'amener le patient à la neuroimagerie. La grosse différence entre le EEG de 2015 et le EEG de 1975, c'est que toutes ces petites électrodes-là, ce sont des mini-amplificateurs qui amplifient le signal. Alors, le EEG avant, on ne pouvait pas faire ça n'importe où. Il fallait que ce soit dans des pièces super bien insonorisées et isolées. Il ne fallait jamais que ce soit fait devant un écran d'ordinateur. Nous,
Notre but, c'est de faire de l'EG devant des écrans d'ordinateur et peut-être encore mieux avec des lunettes d'immersion virtuelle. Fait que ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, avec les nouveaux microprocesseurs, on est capable d'analyser en temps réel l'activité cérébrale online. Fait qu'on peut découper toutes les petites zones cérébrales pour voir l'état cérébral en temps réel pendant que ça se passe. On ne pouvait pas avant, à moins d'avoir un ordinateur à peu près grand comme la salle. Donc, ça risque de changer notablement la façon dont on va évaluer des choses en psychiatrie, parce que ça aussi c'est intéressant, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on pourrait évaluer le TDAH, le TDA, la schizophrénie, plein de choses avec l'EEG, mais en psychiatrie médico-légale. Alors nous avons la chance à l'UQTR d'avoir le même matériel qu'à Pinel, en double, qui ressemble à ça. Ça ici, c'est notre premier participant. Puis on lui a dit, souris, il faut que ça a l'air vraiment le fun de faire nos affaires. Fait qu'il a fait une belle job, il a l'air content. Et ça, c'est notre vrai casque dans notre vrai laboratoire. Et ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a des lunettes d'immersion virtuelle qu'on a faites adaptées, mais que maintenant qu'elles sont faites, c'est pas compliqué. Donc, il faut que ça soit le moins cher possible. Je veux jamais que ça soit plus que 1000 $. Puis ici, on regarde le mouvement de tête. Puis, il y a des écouteurs qui se vendent chez Future Shop. Tout ça sans fil. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On va tester son empathie. Alors, je vais essayer de pas trop être compliqué, là, mais quand même, je vais vous expliquer. Quand on fait une décomposition spectrale, quand on analyse le cerveau, ce qu'on voit, c'est des ondes. Quand vous regardez comme ça, là, c'est pareil comme la première fois que vous regardez des notes de musique, là, puis tu ne joues pas de la musique. Ta-ta-ta-ta. Ben non, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des ondes cérébrales. Le cerveau nous parle. Ici, ce sont des ondes alpha, c'est-à-dire qui ont 8 à 12 Hertz par minute. 8 à 12 cycles par minute, c'est 8 à 12 Hertz. Quand on ferme les yeux, il y a plein d'alpha. Là, sans même que vous connaissiez ça, vous pouvez certainement faire la distinction entre les yeux ouverts à gauche et les yeux fermés à droite. Quand on ouvre les yeux, les ondes alpha disparaissent. Pouf. Quand on ferme les yeux, ils réapparaissent. Disparaissent, réapparaissent. C'est de la base, ça. C'était découvert en 1935. Fait que bon, c'est pas nouveau. Mais, ce qui est nouveau, c'est qu'on ne savait pas en 1935 qu'il y avait des ondes alpha comme ça au niveau central, en plein milieu du cerveau, qui réagissaient lorsqu'on voyait quelqu'un d'autre faire un mouvement. Ça, on ne savait pas ça. Ça, on l'a su, ça fait même pas 20 ans. Wow! Ça veut dire quoi, ça, au niveau de la cognition sociale? Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un marcher, votre cerveau, la représentation des jambes de votre cerveau est activée. Mais vous ne bougez pas. Et là, on a réalisé que les gens autistiques n'avaient pas ça. Comment peuvent-ils se mettre à la place des autres si quand ils voient quelqu'un marcher, son cerveau ne réagit pas? C'est blank. Fait que, on voit bien que la personne marche, mais il y a une moins grande réaction à ce que l'autre est en train de faire. Et bien là, on parle juste de l'aspect moteur, de marcher, de jouer au tennis, des choses comme ça. Là où ça va plus loin, c'est ici. Ça, c'était sorti en 2010. 2010, ça commence à moins faire longtemps. Si on montre quelqu'un qui se fait toucher, même pas quelqu'un, juste une main comme ça, inerte, qui se fait toucher par un Q-tips avec un bout tout doux, là. Le cerveau réagit juste avec le fait que, il y a un mouvement. Mais si on prend la même chose qu'un Q-tip, mais c'est une aiguille à la place, puis on rentre dans la peau, flang! Là, le cerveau réagit beaucoup. Il y a une disparition presque complète de l'alpha. Mais pas n'importe où, juste au niveau, ici, en haut du cerveau. Ça s'appelle, au lieu d'appeler ça l'alpha, puis on a toujours des noms plates, là, ça aurait pu être Roger, mais ils appellent ça mu. Donc, c'est le mu. Bonjour alpha. Ça s'appelle le mu. Et on appelle ça la suppression du mu. Le mu disparaît. Disparaît quand? Quand on voit quelqu'un se faire mal. Oh là, ça commence à être intéressant. C'est pour ça qu'on travaille la fin de semaine et les soirs. C'est quand on voit des choses comme ça, on se dit, hey, t'imagines-tu ce qu'on pourrait faire à Pinel avec ça? Si ça marche. Suppression du mu quand on voit quelqu'un d'autre se faire mal. 1 an plus tard. Suppression du mu, oui, mais pas chez tout le monde. Juste chez ceux qui sont empathiques. Ici, la suppression du mu dépend du niveau d'empathie. Et pas n'importe où. Pas en arrière du cerveau, juste au milieu. Comme je vous montrais la partie verte tout à l'heure. Dans la vraie vie, ce n'est pas vert, mais c'est facile de voir la partie centrale du cerveau. En même temps, autre chose.
Ben, comme ça dans le vrai. Oui, c'est ça. Centrale comme ça, oui, effectivement. Ça peut-être, oui, effectivement, pas comme ça. Un petit aparté pour répondre à la question. Centrale comme ça parce que ça correspond aux membres de notre corps contralatéral. Fait que si tu te fais mal là, ça réagit ici, c'est sensorimoteur. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais allons-y. Alors, c'est comme si vous-même vous aviez mal. Là, c'est plus marcher, c'est mal. C'est juste en arrière. Ça. Wow, OK. Mais pas tout le monde. Ça dépend de l'empathie. Et aussi, c'est plus fort chez les femmes. Car les femmes, en général, vous, mesdames, vous êtes plus empathiques. Puis on le savait depuis 1935 et même avant. Mais là, ici, ça dépend. Il y a une gender difference. Ah ben, c'est plus important chez la femme. Et voici le genre de stimuli qu'on montre. Soit on coupe une feuille de papier, clac, 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 ça c'est des films, puis à un moment donné, le film c'est clac, 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 aïe, aïe! Et là, fou, qu'est-ce qu'on voit? Une suppression de l'alpha. Vous voyez le graphique ici? Peut-être que vous ne le voyez pas en arrière, mais je vous garantis qu'il y a vraiment une grosse baisse là, qui est plus importante chez la femme. Et finalement, en 2012, un autre groupe d'Américains arrive avec toujours la même chose. Une fois qu'on sait que ça s'appelle MU, c'est facile de comprendre les titres. EEG, MU, Response, quand on regarde des visages qui expriment des émotions, surtout des émotions négatives. Là, on voit quelqu'un qui a franchement une émotion de dégoût, on dirait qu'elle vient de croquer dans un citron. Et la tristesse, le dégoût, la peur, ce sont des émotions négatives qui sont exprimées par le visage et qui sont reconnues universellement. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Tout le monde est capable, même les petits, de reconnaître les 6 émotions fondamentales. Puis dans les négatives, il y a surtout peur, dégoût et tristesse. Ce qu'on ne savait pas, par exemple, c'est que toujours la partie centrale, dans ce sens-là, elle répond à ça. Mais si vous êtes empathique. Donc, nous, on est allé regarder le corollaire. Qu'en est-il des gens moins empathiques? Mais avant, comme on est avec des étudiants en génie d'informatique, notre vrai but dans la vie, c'est un but de traitement. On veut que le cerveau jase avec un ordinateur sur lequel apparaît un avatar, comme un jeu vidéo. On veut que le personnage virtuel, moi, je n'y touche pas. Je veux juste qu'il réponde en fonction des ondes cérébrales de la personne. Ça a l'air compliqué, mais c'est quand même assez simple. Donc, les ondes d'alpha, si elles ne bougent pas assez, parce que tu n'as pas d'empathie, on va avoir un personnage virtuel qui va se crouler de douleur à terre jusqu'à ce que tu bouges tes ondes alpha, et on est convaincu que ça pourrait être utilisé à des fins de traitement. Mais comme c'est bien trop science-fiction, il faut présenter des choses plus simples avant. On a développé des avatars virtuels. Bien, c'est toujours virtuel, un avatar, là, mais un personnage virtuel. Et pour ça, on a recruté des étudiants en génie informatique qui veulent tout développer des jeux vidéo chez Ubisoft. Fait qu'on dit, parfait, nous, on va les chercher en France en plus, à l'Université d'Angers. Ouais, Montréal, c'est super. Viens ici, mon gars, je vais te faire développer des avatars. Hein? Parce qu'avant d'avoir Assassin's Creed, il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffre fort dans Assassin's Creed. Ça nous prend des faces de souffrance. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec des stagiaires de l'Université d'Angers. Mais pour développer des visages virtuels, il faut les valider avec des visages réels. Et pour ceux qui s'intéressent, les séries télé, si vous avez le temps de regarder la première saison de Lie to Me, dans la première saison, laissez faire les autres, sont décevantes, mais la première était très bonne. Il y a un certain docteur Leichmann qui est capable de déchiffrer le non-verbal. Ça, évidemment, c'est fortement exagéré, mais quand même, est-ce que la personne ment ou pas si son épaule a fait ça? Oh, elle ment. Ça ne marche pas de même. Mais Dr. Leichmann, il s'appelle vraiment Dr. Ekman dans la vraie vie, c'est un vrai gars qui existe encore aujourd'hui. En 1972, il a sorti une série de photographies de gens qui exprimaient la douleur ou qui exprimaient les 6 émotions fondamentales en photo. Ça, c'est validé, archi-validé, archi-validé. Nous, on voulait des vidéos. Fait qu'on a utilisé un logiciel de fusionnement, de morphing en bon français, pour des jolies demoiselles qui, elles, doivent être grand-mères aujourd'hui, sinon décédées, de 1972. Et là, on les a morphés ensemble pour avoir une expression qui dure 10 secondes. C'est beaucoup trop long. Ce n'est pas une expression comme dans la vraie vie. Mais on demandait aux gens de la population générale, c'est-à-dire les étudiants en première année de bac, répondez le plus rapidement possible quand vous aurez deviné l'expression du visage de la personne. Une fois que ça va être fait, faites la même chose avec les personnages virtuels. Nous, ce qu'on veut, c'est que le personnage virtuel-là, s'il est en colère, je veux que ça soit clair. C'est-tu du dégoût? C'est-tu de la colère? C'est-tu de la joie? C'est-tu de la je ne sais pas quoi? Ça, évidemment, ce n'est pas de la joie, là, mais...
Et ce qu'on a fait, ça c'est plus cher par exemple, mais ça se fait avec des webcams pour ceux que ça intéresse vraiment, ou avec une Wii, puis le genre de la Kinect, c'est parfait pour ça. Vous mettez une Kinect ici, vous la patentez un peu, et ça devient du eye tracker. Vous pouvez regarder où la personne regarde. Et quand les gens ont répondu à nos questions, qui vous croyez qui ont été les meilleurs? Bien sûr, les filles. Et les filles, où regardaient-elles? Elles regardaient toujours les commissures du visage, c'est-à-dire les extrémités des yeux, l'extrémité de la bouche. Ça ne donne rien de regarder l'oreille. Si vous regardez juste l'oreille, même si elle est rouge comme la mienne, je la sens soudainement rouge. Peut-être que je suis en colère, peut-être que je suis bien content, peut-être que je ris, ça ne donne rien. Mais c'est là qu'on voit dans les populations cliniques, les gens qui ont de la difficulté à discriminer les émotions, ils ne regardent pas à bonne place. Puis les hommes, je m'inclus là-dedans. Évidemment, je parle en général. Il y a des hommes très bons et très empathiques, puis très bons pour déchiffrer ce que les autres vivent, mais ceux-là regardent toujours les yeux, un petit peu le nez, même si ça sert moins, un peu le front et surtout la bouche. Ça fait l'objet, ça, d'un autre essai doctoral d'une étudiante ici à l'UQTR qui s'appelle Laurence Jacob. Donc, c'est la validation des visages qui exprimaient des émotions. Il ne fallait pas arrêter. Le but, évidemment, ce n'était pas ça. Le but, c'était de retourner à l'Institut Pinel et là, de mettre les visages sur des corps et de volontairement mettre les corps nulle part. Ils ne sont pas dans un appartement, ils ne sont pas dans un salon. Tout ce qu'on voit, ça, c'est des vidéos que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, toutes les vidéos. Mais l'idée, c'est qu'à droite, vous avez quelqu'un qui est en douleur, puis évidemment, on l'entend. Ah! On a une autre possibilité où c'est quelqu'un qui est mort de rire. C'est le même geste. Et l'autre qui ne fait rien. Il fait juste, il est neutre. Il se passe par en avant, il se passe par en arrière, puis il ne fait rien. On a montré les trois conditions à des gens. Mais le but, c'est de voir, est-ce que vous êtes capable de reconnaître lorsqu'il y a de la douleur? Je reviens avec notre ami. Et là, ça, bon, on l'a fait dans une voûte de réalité virtuelle, mais on n'est pas obligé de faire ça dans une voûte, là, c'est bien trop compliqué pour rien. Vous pouvez le faire avec les bonnes vieilles lunettes. Et, regardez, on répond maintenant à la question de madame ici. C'est central dans ce sens-là. Pour ceux qui s'intéressent, je vais juste montrer que vous n'avez pas besoin de mettre 32, 64, 1000 électrodes. Juste un bon vieux 8 électrodes, là, juste ici, là, ça fait le travail. Bientôt, on va pouvoir faire ça avec des iPhones. Parce que là, ça sort, là, c'est en train de sortir, on en voit de plus en plus. Des électrodes, des dry electrodes, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de gel. On va pouvoir brancher ça direct sur l'iPhone très bientôt. Ceci dit, regardez ce que ça donne. Je pensais que l'écran allait être plus grand. Je suis désolé pour ceux qui sont plus loin que la deuxième rangée. Mais ici, dans la couleur, je crois que c'est cyan ou magenta, je ne me souviens jamais, mais c'est un genre de bleu des Caraïbes. Cyan, hein? Merci. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de cyan. C'est-à-dire que quand on demande à la personne de rester calme, de juste regarder un écran où il ne se passe rien, il n'y a pas de mouvement. Là, la personne est en alpha. Si vous faites de la méditation, du yoga, du mindfulness, ou qu'en ce moment vous êtes vraiment en train de vous endormir, vous êtes en alpha. Ce qu'on appelle le resting state en bon français. Ici, la situation neutre, c'est quand l'avatar bouge, mais il n'est pas en douleur. Oh, il y a un mouvement, c'est sûr qu'il y a une suppression d'alpha, on espère, mais on ne l'a jamais testé, c'est un avatar. Ça marche-tu aussi avec des faux humains? Eh bien oui. Puis quand il a mal, l'avatar, as-tu de l'empathie pour lui? On espérait que oui. Ça, vraiment, on a analysé ça au mois de janvier, là, ça fait 2 mois, et on arrive avec ça. Ça marche à fond la caisse. Donc, quand on voit un avatar avoir mal, on a la même réaction. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a cette réaction-là? Par chance qu'on a passé notre super questionnaire d'empathie. Ah oui, en passant, c'était ici, pour une fois, ce n'était pas des étudiants de bac en psycho. On a vraiment recruté sur Kijiji, c'était des heures de plaisir. Venez-vous-en, on va checker votre empathie avec un casque puis des lunettes. Et ça nous prenait de la population générale, parce qu'on prenait un peu pour acquis que les étudiants en psycho, d'habitude, sont empathiques. Ça ne me prenait pas juste du monde empathique. On avait besoin du monde pas empathique, mais pas du monde en clinique non plus. On a vu une interaction. Moins tu es empathique, moins ton cerveau répond à la douleur. Ouh, là, ça commence à être intéressant. On est capable d'avoir un marqueur biologique objectif sans même parler à la personne, parce que là, la personne n'a rien à dire. Mets le casque, on va te montrer des petits bonhommes, des petits dessins animés, puis c'est tout ce que tu as à faire. Mais je vais te mettre aussi, je vais m'assurer que tu regardes à la bonne place, par exemple. Regarde-le bien comme il faut, là, puis c'est tout. Et là, oh, ici,
ceux qui ont un faible niveau d'empathie, ils n'ont pas de suppression du mu, mais 0 puis une barre. Et le corollaire est vrai parce que mon collègue à Pinel, Patrice Renaud, s'intéresse beaucoup à la psychopathie. Et c'est le corollaire de l'empathie. Le cœur du diagnostic de psychopathie, c'est un manque d'empathie. Ça aurait été très surprenant qu'on ne trouve pas exactement, ça c'est le même graphique que tout à l'heure, mais en miroir. Donc, ceux qui ont peu de traits psychopathiques, il y a une belle réponse cérébrale. C'est l'inverse de l'empathie, fait que ça fait du sens. La chose qu'il faut savoir ici, c'est que c'est un test de psychopathie, de traits psychopathiques pour la population générale. Ce n'est pas des patients, ce n'est pas du monde qu'on a recruté en prison. Je le répète, c'est Kijiji. Il y a des gens très particuliers, mais quand même pas au point que ce soit psychiatrique fini. Là. Parce qu'il faut le faire quand même. Non, c'est vrai, je suis filmé. Alors, ici, c'était une interaction hautement significative pour la psychopathie et l'empathie. Il me reste exactement 20 minutes, ça tombe super bien. C'est mon time timer. Pour parler de la troisième phase. La plus difficile, la plus importante, c'est l'attrait ou l'intérêt sexuel. Comment on fait pour mesurer ça? Ceux qui me disent questionnaire, vous allez des points bonus. On répond à des questionnaires. Mais vous êtes dans un milieu médico-légal. En plus, imaginez, là, votre questionnaire va dépendre si vous allez à Bordeaux en prison, puis tu es pédophile. Ou dans un hôpital. Tu dis, l'hôpital. Donc, d'un autre côté, tu ne peux pas être étiqueté pédophile. Si je dis oui, moi je suis vraiment attiré par les petits-enfants. Dans certains pays, c'est accepté, mais pas ici, Dieu merci. Alors, on est pris avec un sacré problème. Il y a des façons, évidemment, de mesurer l'intérêt sexuel, avec encore des tâches de temps de réaction où on montre, par exemple, des femmes nues ou en bikini, puis des hommes nus ou pas bikini, mais en maillot de bain, homme, femme. Et les gens qui sont attirés par les femmes, ça leur prend un petit peu plus de temps à répondre. Fait que des fois, on met un enfant. Puis la première fois, quand on répond, c'est il y a un enfant. N'importe qui va faire ah ben, il y a un enfant. Mais après, tu passes à d'autres choses. Mais les autres, ils répondent toujours un petit peu plus long quand c'est un enfant. Mais c'est ratoureux. C'est pas vraiment une évidence c'est pas vraiment des données probantes. L'autre façon, je ne sais pas si tout le monde connaît ça ici, ça s'appelle la plétismographie pénienne. Ça, c'est ce qu'on utilise depuis les années 50, mais encore aujourd'hui. C'est la meilleure façon à ce jour. Et vous voyez de quoi ça a l'air, justement, depuis les années 50? C'est un amplificateur avec un anneau en caoutchouc. Puis dans le caoutchouc, il y a du mercure, pareil comme dans les thermomètres. Et ça, on met ça autour du pénis. Fait que quand ça grossit juste un petit peu, on le voit tout de suite à l'écran. Sauf qu'encore une fois, pensez donc à ce que vous voulez. Il faut vraiment être limité. Je te montre des enfants en maillot de bain, puis toi, tu as une érection. Hey, man, tu es en train d'être évalué. Fait que pense à d'autres choses, OK? Mords-toi dans la lèvre, fais quelque chose. Mais c'est ce que font 50% des gens. On a des faux négatifs. Fait que si tu montres des enfants en maillot de bain ou nus à des gens qui sont pédophiles, mais qui n'ont pas d'érection, ça veut-tu dire qu'ils ne sont pas pédophiles? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire ça, pas en tout. S'il y a une érection, ça ne veut pas dire ça non plus. Tu sais, des fois, c'est comme pour des raisons un peu bizarres, mais à force de le faire, on peut avoir, là, cette personne-là, elle répond à des stimuli, mais là, celle qui ne répond pas, c'est des faux négatifs. Donc, on est pris avec ça. 50% de faux négatifs. Ce qu'on a fait avec encore une autre étudiante de l'UQTR, parce que j'aime ça, mousser les étudiants de l'UQTR, c'est souvent des filles parce qu'on est en psycho, ça n'a pas rapport. On est allé se promener en France, parce que c'est le fun d'aller à Paris. Puis à Paris, eux, c'est les spécialistes de la résonance magnétique en montrant du monde en bikini. Et même, je dirais, nu. Serge Taliru, c'était the spécialiste. Fait qu'on s'est fait un petit voyage là-bas, une petite collaboration, puis on a fait une méta-analyse de toutes les études dans le monde qui ont été faites sur le sujet, c'est-à-dire, on montre des photos érotiques dans un scanner. Le cerveau répond comment à ça? Chez l'homme et la femme, fort intéressant. Ça va même avec avant ou après l'orgasme. Ça aussi, c'est fort intéressant, surtout chez l'homme. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous dire que c'est tellement compliqué qu'il y a plein de régions cérébrales. Je sais que personne d'entre vous, même pas moi, on peut les voir, là, mais juste pour vous montrer qu'il y a des taches un peu partout dans le cerveau. C'est cortical, sous-cortical, c'est un circuit hyper complexe, l'excitation sexuelle. Mais ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils ont réussi à avoir un plétismographe qui pouvait aller dans le scanner.
Évidemment, il ne faut pas qu'il soit en mercure, ce serait très, très douloureux. Mais c'est une autre façon, c'est comme une pompe, c'est pas grave. Et là, on voit l'excitation sexuelle, ça donne quoi dans le cerveau, quelqu'un qui est excité sexuellement? Ça donne, au niveau cortical, au niveau de l'enveloppe, là, toujours une activation pariétale, juste en arrière du central, juste plus en arrière ici. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a un marqueur de l'excitation sexuelle. Mais moi, avec mon EEG, je ne peux pas aller avoir des belles photos comme ça puis d'aller voir partout dans le cerveau. Tout ce que je peux regarder, c'est le cortex, le dessus du cerveau. Qu'est-ce que vous pensez qu'on voulait faire? Mais avant d'en arriver là, je vous le dis, c'est la dernière fois, une autre étudiante au doctorat en psychologie a fait une méta-analyse avec moi sur toutes les études chez les pédophiles qui ont été scannés. Ça me fait penser dans les années 90, quand on cherchait l'anomalie cérébrale de l'homosexualité qu'on n'a jamais trouvée. Mais c'est sûr qu'un pédophile, tu te dis, voyons donc, un pédophile, il va avoir quelque chose de pas normal dans son cerveau. Ça devrait se voir tout de suite. Premièrement, c'est un continuum. Un homme qui aime les filles de 15 ans, il est pédophile? Selon les définitions, non. Mais je vous dis que c'est rare, les hommes qui ne trouvent pas attirant une fille qui a l'air d'une femme qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce que. Ou 11 ans? 10 ans? C'est tout un continuum, ça. Deuxièmement, le pédophile avéré, celui qui a une orientation sexuelle fixée sur les garçons de 8 ans, là, quand on compare les pommes avec les pommes, c'est-à-dire quand lui est excité sexuellement, puis quand un homme de la population générale est excité sexuellement, pas de différence dans le cerveau. Il n'y en a pas. Les deux parties, les parties cérébrales excitées sont les mêmes. Ce n'est pas en regardant le cerveau, juste le cerveau comme ça, qu'on va se voir, ah, lui, il est pédophile, parce qu'il y a sa signature, c'est écrit pédophile dans le fond du cerveau. Là. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, mais il fallait le démontrer avant. Ça date de 2013, là, fait que c'est assez récent. Ce qui est plus fort intéressant, c'est d'avoir des amis ingénieurs. Les ingénieurs, ils aiment ça, eux autres, arriver avec leur petit kit de soudure. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé une électrode de plétismographie. On a fait un peu de soudure, ça sent le roussi. Tu mets ça sur un auxiliaire d'amplificateur d'EEG et tu branches le pénis avec le cerveau. Comme ça. Et puis ça, non, mais c'est pour ça, on peut voir en temps réel. Quelqu'un qui est excité sexuellement, ça a l'air de quoi dans son cerveau? Moi, ça me prend ça absolument. Mon but, je le répète toujours, c'est de ne pas parler à la personne. Je ne veux pas savoir, toi, t'es-tu pédophile? Je ne veux pas savoir ça. Ou t'as-tu une attirance sexuelle? N'importe laquelle. Puis j'en nommerai pas, mais il y en a une longue liste d'attirance sexuelle pour le moins bizarre. Si je regarde dans son cerveau, je ne le saurais pas s'il est pédophile ou pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? En plus, au Canada, évidemment, on n'a pas le droit de montrer des enfants nus à personne, encore moins des pédophiles. Hein? T'es-tu pédophile? Attends, on va te montrer des enfants nus. Fait que ça, on n'a pas le droit. Par chance que nous, évidemment, on a des avatars, puis on n'a pas. Le but, c'est pas de montrer nécessairement des enfants nus, mais avant, ceci est un laboratoire qui ressemble en tout point à notre laboratoire à l'UQTR. On l'a en double parce qu'on veut tester des gens en milieu clinique, on veut tester des gens en première année de bac en psychologie, des cobayes, les futurs profs, les futurs psychologues, dans les mêmes conditions. Le but, c'est de voir la signature cérébrale de l'excitation sexuelle. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais regardé les deux en même temps. Alors, ce que font les gens en ce moment, ils posent des questions encore. Toi, as-tu trouvé ça excitant, les photos de catalogue Sears que je t'ai montrées? La personne, ah oui, semi-excitant. Ah oui, sur une échelle de 1 à 10, bah, je dirais 4. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais c'est ça qui est publié. Ce qu'il fallait absolument être capable de brancher les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai un peu peur de mettre dans mon avant-dernière diapo, mais bon. Ce qu'on fait, on veut voir si le cortex pariétal répond. La façon de voir si une partie pariétale ou corticale répond, c'est de voir s'il y a une suppression de l'alpha, comme on a vu tout à l'heure. Quand il y a une suppression de l'alpha, ça veut dire que le cortex s'allume. Quelqu'un qui a un TDA, trouble déficitaire de l'attention, à un moment donné, il va faire une tâche, puis on voit de l'alpha dans son cerveau. C'est pas supposé. La personne se concentre, là. C'est comme une absence épileptique. C'est fascinant. On le voit en temps réel. Pouf, il y a une bouffée d'alpha. Oh mon Dieu. Après, pouf, une autre bouffée d'alpha. Puis souvent, c'est des petites filles assises en arrière de la classe qui sont tranquilles, qui ne disent pas un mot, puis on se demande, mais pourquoi elle a C, elle a 60 à l'école? Parce qu'elle perd des bouts. Trouble d'attention. Oh. Mais ce n'est pas hyperactif, c'est juste trouble d'attention. Il y a trop d'alpha dans son cerveau. Nous, on veut voir l'inverse.
On veut voir si j'ai toute ton attention et que tu as une excitation sexuelle, on va-tu voir une diminution de l'alpha au niveau pariétal comme on a vu dans les scanners? Si on ne le verrait pas, je ne vous en parlerai pas. Mais avant, quand est-ce qu'on voit une diminution de l'alpha? C'est quand on voit quelqu'un bouger. Ça, je vous l'ai dit au début. Ou quelqu'un avoir de la douleur. C'est plus en avant dans le cerveau. Mais ça peut être aussi au niveau émotif. Fait que quand on présentait nos projets, on va regarder, on va montrer un film érotique à des jeunes, toujours embauchés par l'entremise de Kijiji. Et là, ça devient louche, mais c'est fort intéressant. C'est là que la recherche est de plus en plus le fun. Si on montre des films érotiques et qu'on voit une diminution de l'alpha en pariétal, ça veut dire qu'il est excité sexuellement. Ah non, on ne le sait pas. Ben, hey, j'ai la plétismographie. Ouais, mais c'est peut-être juste l'émotion. OK, d'abord, regardez ce qu'on va faire. On va montrer un film drôle. Il ne faut pas que ça soit trop drôle, tu sais, François Bellefeuille. Et il ne faut pas que ça soit sexuel, parce que nos étudiants, nos assistants de recherche sont arrivés avec du Martin Matt. Au début, c'était Mike Ward. Tu sais. Ça parlait de sexe. Mais non, il faut montrer quelque chose comme là, on a montré le sketch du faucon. Le faucon vétérinaire. Ah, c'est un faucon, c'est une perruche. Mais quand on fait de l'EG et que quelqu'un rit, on le voit tout de suite. Fait que ça devient un peu notre variable dépendante. Si la personne ne rit pas pantoute, on va le savoir. Si elle rit tout le temps, ce qui n'est quand même pas arrivé, là, mais qu'elle rit de temps en temps. Tu sais, François Bellefeuille, on le sait. Donc, l'émotion, on vient de la tasser. Ensuite de ça, c'est le clou du spectacle. C'est un pile patate avec un bol qui vient de ma cuisine. On a pris un gars de Vancouver, pour être bien sûr qu'il ne soit pas reconnu par personne à Pinel. On l'a graissement payé, un wannabe actor. On lui a dit, pour ton premier job, tu vas piler des patates, mon homme. J'avais ma caméra, l'air sérieux, c'est moi-même qui filmais un peu hors focus. Et le gars, il pile des patates. Non, ouais. Après, j'ai dit, fais-la à deux mains. Et il dit, what the fuck? Continue, c'est parfait. Après ça, on lui a demandé de brosser ses dents, mais jamais dans ce sens-là, toujours comme ça. Mais lentement, 1 Hertz. Après ça, on lui a vraiment demandé, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, ici, dans le fond, là, c'est lui qui est à genoux. Ouais, c'est drôle ça, hein? Moi, j'ai acheté un ab roller chez Canadian Tire. Puis là, j'ai dit, fais des abs, mais dos à moi, tu sais. En avant, en arrière, en avant. Puis un moment donné, il commençait à cacher un peu où on s'en allait, où avec ça? J'ai dit, mon gars, il faut que je contrôle pour les mouvements. Fait qu'on a pris un film de 5 minutes humoristique, un film de 5 minutes juste des mouvements, et un film porno avec les mêmes mouvements, mais beaucoup plus explicite. Inquiétez-vous pas, je ne vous le montrerai pas. J'ai pensé, mais non. C'est juste, ça c'est un exemple. Puis elle, je vous dis, c'est pas un pile patate qu'elle a dans les mains. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec ça? Ouais, elle est connue, oui. Connie Connors. Qu'est-ce qu'on voit pour être plus sérieux? C'est le soir, là, on se détend. On voit exactement ce qu'on pensait voir, c'est-à-dire plus la couleur ici dans les graphiques est froide, donc plus on s'éloigne du rouge, du orange, plus on s'en va vers le bleu, plus c'est une suppression. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde exactement les ondes 8 à 12 Hz. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde tout le cerveau dans son entier pendant le vidéo sexuel? Une suppression, c'est tout en bleu. Hein? Regardez ici, une suppression en plein au niveau pariétal. En plein au niveau pariétal. Là, on commence à avoir un marqueur. Fait que toi, tu as beau me dire que tu n'es pas attiré par les hommes, ou par les poules, ou par les enfants, on va le voir avec ça. Et ici, vous le voyez, notre fameux magenta de tout à l'heure, il est en plein là. Ça, c'est une diminution magistrale de l'alpha en plein ici. Il restait une chose à regarder, c'est vraiment mon avant-dernière diapo, c'est qu'en ayant la plétismographie, au-delà de que c'est très drôle, puis quand on va présenter ça dans des congrès, ça va être délicat, mais on a exactement l'érection. Nous, on en a des gars qui n'ont pas eu d'érection. Tu es dans un labo, c'est pas trop porté à ça. Mais une grande majorité l'ont eu. Puis une petite dernière, là, parce que c'est particulier aussi de répondre à une annonce de Kijiji pour faire une étude de même. Fin de la parenthèse. La majorité des hommes, 35 sur 42, ont très bien répondu. On a quand même 42 participants. Là. En EEG, c'est très bon. Là. Et ce qu'on a, ça a l'air de ça, une érection. Fait que vous avez François Bellefeuille. Dieu merci, il n'y a pas d'érection. Le gars, au début, le gars, des fois, c'était borderline. Il y en a qui étaient moustillés un peu par le gars. Et l'érection franche. Nous, on est allé chercher juste ce morceau-là de l'EEG, puis c'est ça qu'on a été capable d'analyser. Et vous voyez ici,
ce qu'on obtient, c'est une interaction. C'est-à-dire qu'il y a une suppression toujours de notre mu, toujours au niveau pariétal, mais la suppression est plus dans le cerveau gauche, parce que c'est le mouvement, ce sont tous des droitiers, quand c'est des mouvements. Elle est plus dans le cerveau droit, émotif, quand c'est la sexualité. Fait qu'on va encore plus loin, on peut dire maintenant, on regarde la suppression d'alpha en pariétal, plus à droite chez les droitiers. Évidemment, la prochaine étape, c'est quoi? C'est évident, la prochaine étape, c'est de le tester avec des patients. On est rendu là. On est en train de faire les analyses. Mais c'est une façon d'objectiver un intérêt sexuel sans aucun doute. Là, il n'y a pas de doute à y avoir là-dessus. Là. Et sans même poser des questions à la personne. Je ne veux même pas que la personne nous parle. On va juste l'utiliser avec l'EEG et peut-être la plethysmographie, mais un jour, on pourrait ne plus avoir à utiliser la plethysmographie. Alors, en conclusion, c'est vraiment la dernière diapo. On essaye de favoriser l'évaluation objective des personnes en psychiatrie et en psychologie légale, c'est-à-dire non seulement objectif dans le sens où la personne qui évalue, elle n'a pas d'a priori, mais en plus, si on est capable de l'avoir sans même réponse verbale de la personne, c'est ça qui est l'idéal. La personne n'a même pas besoin de parler. Les études futures, là c'est évident, on va étudier notre tâche d'empathie et de reconnaissance des visages chez des jeunes filles délinquantes du Centre jeunesse de Montréal. On vient d'avoir une subvention pour faire ça. Ça sert à ça. Là, ça va être fort intéressant. Toi, madame, qui est supposée être super empathique, mais qui vient de se faire prendre pour 8 vols de banque, est-ce que tu es quelqu'un qui est vraiment paumé, mais full empathique dans le fond, ou pas? On ne le sait pas. On va pouvoir le mesurer. Puis évidemment, même chose chez des gens qui ont des traits psychopathiques, et quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est ça un des meilleurs facteurs de risque pour la récidive. Puis finalement, pour les intérêts déviants, est-ce que la personne est pédophile ou pas? On va aller au-delà de la plethysmographie qui ne marche pas souvent, puis au-delà des questionnaires. On va, espérons-le, pouvoir le faire bientôt à l'aide de simples iPhones, mais ça, on n'en est pas là. Alors, ça termine la présentation. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, professeur Joyal. Alors, je vais maintenant inviter les questions de l'audience. Bien, je vais en poser une question, moi, Christian. Tu parlais de spécificité et de sensibilité tout à l'heure. Quel genre de spécificité et sensibilité tu t'attends à avoir avec le genre d'outils que vous développez? Oui, c'est ça. Ça, c'est super important parce que dans le domaine psycholégal, la pire chose à faire, c'est d'avoir des faux positifs, de dire « Ah, monsieur ici est pédophile alors qu'il ne l'est pas ». Mais une autre chose aussi qu'on ne veut pas faire, c'est l'inverse, d'avoir des faux négatifs puis de dire ben, « Cette personne-là ne l'est pas alors qu'elle l'est ». La spécificité, c'est justement de trouver des vidéos plus excitantes, mais pas sexuellement, puis de démontrer que, par exemple, si jamais bientôt le Canadien finit par enfin gagner la Coupe Stanley, montrer ça, que ça vient de se produire, quelque chose d'excitant pour la personne, ou ça peut être idiosyncrasique de demander à la personne, toi, qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans les derniers temps, puis de lui montrer, et de démontrer que c'est bel et bien un marqueur, non pas de l'excitation, mais de l'excitation et de l'intérêt sexuel. Puis à l'inverse aussi, si la personne, on le sait qu'elle est franchement pédophile, évidemment, nous, c'est à l'aveugle, et que notre test démontre qu'elle ne l'est pas, là, il y a un problème. C'est ce genre de test-là qu'on veut faire, fait que ça, on le fait à l'aveugle. Donc, on dit à des assistants de recherche, dis-moi le pas, le diagnostic de la personne, moi, je vais te dire si elle l'est pas. Avec l'oculographie, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on suit les mouvements oculaires quand on montre des petits bonhommes, des avatars d'enfants. Quand on montre ça à des gens qui ont un intérêt sexuel envers les enfants, ils regardent pas. Le regard n'arrête pas de dévier. Là, c'est « Ouh, un enfant! Ouh, un enfant! Ouh! » Tandis que la personne qui n'est pas attirée va voir l'enfant, va la regarder bien comme il faut, puis après, elle ne le regardera plus. Mais ça, avec ça, on est capable de discriminer à 85% ceux qui ont des intérêts sexuels déviants. Ce n'est pas encore assez, 85%, parce qu'il y a quand même un 15% de marge d'erreur, c'est trop. On va atteindre le 5%, mais c'est quand même pas mal. C'est mieux que 50% avec le pléthysmo. C'est ça que je voulais dire. Oui, donc, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Merci. Deuxièmement, au niveau des 3 critères, comment on pourrait arriver à avoir un seuil de ce qui pourrait être acceptable au niveau de la réhabilitation ou non acceptable pour les criminels, justement, à Pinel, soit au niveau des 3... Ben, c'est ça. C'est effectivement l'acceptable, nous autres à Pinel, puis là on est vraiment dans la
l'actualité québécoise, là, c'est qu'en ce moment, il y a des gens pour nous, l'important, c'est la responsabilité criminelle. Et on pourrait en parler pendant des heures, là, mais c'est pas parce que tu es atteint de schizophrénie et que tu as tué quelqu'un que tu n'es pas responsable. Ça fait bizarre, hein, mais non, ça ne veut pas dire ça. Il y a des sous-groupes de gens qui ont des psychoses qui sont pas en contact avec la réalité, mais quand ils ont passé à l'acte, c'était pas ça la raison. C'est difficile d'aller voir ça. Et on le voit de mieux en mieux avec la neuropsychologie pour aller voir les profils délinquants, puis on voit l'historique. Et ça, il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même. Pour nous, c'est ça le niveau d'acceptabilité. C'est la personne qui est atteinte de schizophrénie, en partant, elle a besoin de soins. Il y en a beaucoup trop en prison, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elle est responsable de son acte? Ça ne veut pas dire que non. Surtout quand tu vois quelqu'un qui cache ses affaires, qui prend des billets d'avion, qui se pousse, qui va se checker sur Facebook. C'est pas autant, là. Il est où la perte de contact avec la réalité là-dedans? Là? Surtout quelqu'un qui est capable de cruiser un gars, qui l'amène dans son appart. C'est pas ça, c'est pas le cas classique, ça, d'habitude. Là. Donc, c'est pas si simple que ça. Ah oui, la personne est schizophrène. Ouais, ça veut pas dire qu'elle n'est pas responsable pareil. T'sais. Sinon, l'alcooliste, tant qu'à ça. Mais tout ça, c'est des continuums, puis on pourrait donner une autre heure sur, OK, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Le but de tout ça, c'est pas ça. Là, nous autres, on est juste rendus à mi-chemin, puis même pas. On veut faire de la réhabilitation. Et dans ce que on sait, par exemple, pour ceux qui ont dans la famille des enfants, ou si vous-même vous souffrez entre guillemets de TDAH, le neurofeedback, c'est un apprentissage conditionnel qui est assez simple. Hein? Et le cerveau apprend très bien. Fait qu'on fait faire des courses d'auto à des jeunes. Quand ils se concentrent, l'auto, elle avance. Là, il perd sa concentration, l'auto arrête. Mais lui, sans les mains, là, il n'y a pas de joystick, rien. C'est son brain, tu sais. Fait que c'est pas si difficile que ça de faire stationner un auto avec ton cerveau. Tu vois ça sur YouTube. Tu sais, ben oui, tu as juste à y aller avec ton nom d'alpha. Si tu te concentres sur le volant, l'alpha s'en va, oups, le volant tourne. Tu sais. C'est pas si compliqué que ça. Mais nous, on veut faire ça avec l'empathie. Fait que moins tu es empathique, plus mon bonhomme virtuel, lui, il va souffrir. Puis il va souffrir, puis à un moment donné, il va être à terre dans une mort de sang. Je ne sais pas quand ça va s'arriver. Mais à un moment donné, on va faire l'inverse. Oups, le bonhomme va se relever. Oups, le bonhomme va aller mieux. Oups, il va sourire. Tu sais, fait que c'est ça le but de l'histoire. J'avais un micro, là. OK, bon. Je me demandais, en fait, moi, ma question, c'était par rapport au platysmographe puis à l'EMG. Ouais. L'étude a été faite surtout chez les garçons, en fait, ouais, ce que j'ai vu. Est-ce que vous avez pensé à une option pour les femmes? Ah oui, j'adorerais ça. Mais écoutez, c'est une bonne question. Mais là c'est excellent. C'est pas facile, au-delà de la blague, là, c'est pas évident de dire... C'est pas évident de faire ce genre d'études-là, parce que d'habitude, on ramasse les participants dans les corridors. Attends, on va mettre un genre d'anneau autour de ton pénis. C'est super intrusif. Puis c'est sûr que je te vois pas nu devant moi, mais je vois le graphique de ton pénis. T'sais. Je le vois qui fait vous. Alors, imaginez pour la femme, un platysmographe pour la femme, ça existe. Ça marche avec la lumière puis la température. Mais on parle d'intrusion dans les deux sens du terme. Là. C'est qui? Les filles qui vont dire « Ah oui, moi ça me tente d'essayer ça. » OK, mais il y en a. Mais de plus en plus aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sur les gens qui participent à des études en sexo. C'est qui la gang de filles qui vont dire « Moi, je veux essayer ça dans ton labo, je vais checker ça, me rentrer un vibrateur. » OK, mais il y en a 150 qui vont dire non. C'est qui? La fille qui a dit oui, elle. Wow! Particulière, elle. Fait que est-ce que ça représente la population générale? Oh que non! Fait que j'aimerais ça beaucoup, mais jusqu'à ce que... Tant qu'on n'a pas une meilleure façon de mesurer l'excitation sexuelle d'une femme, déjà pour un homme, c'est touché. Une femme, c'est très, très délicat. Mais c'est super intéressant. Mais évidemment, c'est toujours plus compliqué. Dans tous les sens du terme. Là, pour le cerveau de la femme, c'est plus compliqué aussi. Même sans ça, là, c'est toujours plus compliqué. Bonsoir, merci pour la conférence de ce soir. En fait, un peu humoristique, finalement. Ben, il faut. Ben oui, vous avez un certain talent, hein, quand même. Vous avez travaillé ça. Alors, je me demandais par rapport à ça, est-ce que c'est seulement maintenant que de la recherche ou ça peut être... C'est déjà appliqué. Oui, non, c'est ça, c'est une bonne question. Mais quand je disais il faut, c'est parce que c'est un sujet qui est tellement délicat des fois qu'il faut. Ah non, mais c'est certain. Il ne faut pas être trop sérieux avec ça, parce que ça devient touché. On est fou. Mais c'est que, à ma grande surprise, honnêtement, là, moi j'ai toujours travaillé dans le domaine de la schizophrénie puis des scanners. J'ai fait du fMRI pendant 10 ans. C'est vraiment là-dedans que je travaillais.
Puis là, la sexo, puis la déviance sexuelle, ça n'a jamais été mon domaine. Puis là, je réalise à quel point il n'y a rien de fait là-dedans. Et c'est plutôt avec les grands procès ou les petits procès dont on parle beaucoup que je me suis dit, ben voyons donc, on est en neurosciences, on est neuropsychologue, je ne peux pas croire qu'on marche encore avec juste donner du Ritalin ou pas à un enfant TDAH, c'est comme, oh, on va essayer, on va monter la dose. Regarde, check son cerveau. T'sais, on va le voir s'il y a un effet. C'est sky's the limit. Mais comme moi, j'étais Pinel, la problématique numéro 1, c'est pas, il y a beaucoup de TDAH, mais c'est pas notre mandat en troisième ligne surspécialisé. Notre mandat, c'est l'évaluation du risque de récidive ou des intérêts sexuels. Fait que, à ma grande surprise, ça n'a jamais été fait. Écoute, je peux pas croire qu'on est les premiers à faire ça, on dirait. Et donc, on n'est pas rendu encore clinique. Là, notre prochain mandat, c'est d'étudier des patients, des gens dont on sait qu'ils ont un problème, puis nous, à l'aveugle. On va avoir un groupe de gens qui ne sont pas des patients, puis un groupe qui sont des patients ou qui ont été arrêtés. J'appelle patients parce que chez nous, c'est un hôpital. Et pour ça, il faut faire des représentations auprès des médecins, puis de convaincre les psychiatres que ça, c'est pas juste un gadget, que ça sert à quelque chose, que ça peut les aider. Puis en plus, il faut que ce soit clair qu'on n'est pas menaçant. C'est ça aussi, il y a tout ce jeu-là. C'est pas une menace, c'est juste un outil de plus qu'on pourrait donner. Mais on en est là. Un outil essentiel, dans le fond, un outil plus véridique. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça apporter ça à la cour un jour. Tu sais, j'aimerais ça dire, écoutez, on peut pas, regarde, je m'attendais à une autre question, je vais m'auto-peleur de bananiser, OK? Oui. Question, est-ce qu'on pourrait amener ça à la cour? Tu sais, wow, si tout le monde pose ça comme question, comme ils font en Californie, est-ce qu'on peut arriver comme une evidence, tu sais, comme, il y a une activation pariétale, monsieur le juge, cette personne-là est pédophile. On ne peut pas se servir juste d'une chose, mais c'est un ensemble de preuves. Donc, si on a quelqu'un qui a été arrêté pour attouchement sexuel, on a quelqu'un qui a de la pornographie chez lui, mais qui se dit non pédophile, il y en a plein qui sont en déni, je ne peux pas y enlever ça de la bouche, tu sais. Mais qu'en plus, il y a une activation cérébrale, quand je lui montre des enfants artificiels, là, c'est une accumulation de plus de preuves. C'est ça qu'on espère avoir. Mais ça ne pourra pas servir juste ça. Donc, ce n'est pas menaçant, c'est juste un outil de plus qu'on espère avoir. C'est ça. Mais c'est pas pour demain, si je comprends bien. J'ai pas compris. C'est pas pour demain. Ouais, j'ai plus tant de temps que ça non plus. Non, puis je ne suis pas tout seul là-dedans, parce qu'à Pinel, on n'est pas tant tout seul non plus à travailler là-dessus. C'est un sujet qui est très délicat parce que c'est jamais subventionné. C'est toujours comme les gens ne veulent pas subventionner la sexualité, surtout déviante, alors qu'on devrait faire l'inverse. Et donc, c'est pas non plus si loin que ça, parce que nous avons la chance de travailler en plein dans l'institution, là. Okay. Mais oui, j'aspire à ce que ça soit dans les prochaines années, quand même pas super loin non plus, là. Bien avant la retraite. Ben, c'est pour ça que le but, c'est d'avoir un laptop avec des électrodes ordinaires pour que quelqu'un, dans un centre jeunesse ou n'importe où, il ne faut pas que ça coûte cher, il ne faut pas que ça soit compliqué. Oui, c'est ça, dans la simplicité volontaire. Résonance magnétique, c'est toujours la question, combien ça coûte? Ben, ça coûte au moins 500$ de l'heure. Fait que quand ton patient il panique dans la résonance, ça vient de te coûter 500 pour rien. Oublie ça. Tandis que là, c'est des électrodes qu'on fait depuis 1970. Ben, merci de faire avancer la science. On fait ce qu'on peut. OK. Alors, ceux qui sont intéressés par les séries télévisuelles, je vous conseille une série qui s'appelle Masters of Sex, qui est vraiment excellente sur Master et Johnson. Les plus vieux d'entre vous pourront se souvenir de ça. Dans les années 60, Master et Johnson premièrement, ils ont révolutionné le monde de la recherche dans le domaine, mais ils sont allés un peu trop loin. Ils ont eu comme mandat de réhabiliter les homosexuels, puis les rendre hétéros. Tu sais. Ça a l'air loufoque aujourd'hui, mais ils se sont donnés là-dessus. Et puis ça a gâché des vies aussi. C'est épouvantable tout ce qui est arrivé avec ça. Mais nous autres, c'est pareil. C'est comme si je vous dis du jour au lendemain, vous qui êtes hétérosexuel, demain, parce qu'aujourd'hui, là, sur la planète Neptune, c'est illégal. Il faut que tu sois homosexuel là. Aïe, aïe, est-ce que tu es réhabilitable? Moi, oublie ça, personnellement, non. Alors, on s'abstient, les amis, parce que je ne serais pas homosexuel, no way. Mais fait que c'est souvent comme ça que je pense. C'est que, premièrement, c'est un continuum. Il y a des gens qui ont vraiment une attirance pour les adolescentes. Puis aujourd'hui, la pornographie, ça aide vraiment pas. En plus de ça, il y a des forums de discussion. Il y a du monde qui se croit de plus en plus. Ils sont plus isolés tout seuls, à s'éloigner des grands centres. Là. Ils sont tous
en train de jaser entre eux que pro-pédophilie, là, puis il y a tu sais, fait que ça se craint. Bien, il y a des gens qui, carrément, cognitivement, le comprennent. Il y a des gens qui se stoulent eux-mêmes, qui vont dire, excusez, là, on le voit aussi des adolescents qui vont sonner chez la voisine, Madame, rentrez vos enfants, je vais faire quelque chose. Puis là, ils se retrouvent. Non, mais au moins, la personne est en détresse. Puis elle sait que it's bad, c'est pas pour le bien de l'enfant qu'il se passe quelque chose. Alors, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il va, du jour au lendemain, quelqu'un qui est fixé va devenir « Ah, j'adore les femmes matures ». Non, mais au moins, cognitivement, ils peuvent le comprendre. Ça, c'est la majorité. Le taux de récidive n'est pas si élevé en passant. Mais évidemment, nos chiffres concernent seulement ceux qui se sont fait prendre. Puis avec la pornographie, c'est un autre ballpark. Avant, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais étudiant, ouais, c'est ça, en 95, genre, il n'y en avait pas d'Internet vraiment. Là, aujourd'hui, ça change toute la donne. Mais c'est pas évident de dire réhabiliter. Mais est-ce que la personne peut se contrôler, par exemple? Oui. Ouais. C'est ça. Et puis, comme je dis, il y a des continuums. C'est une minorité qui sont, comme on voit dans les films, là, qu'on pense pédophiles, fixés, il y a juste ça, et prédateurs à fond, il y en a, là. Mais ça, on ne pourra jamais dire « Ah, finalement, il est guéri », mais c'est juste de faire comprendre. Mais ça fait partie quand même des plans de traitement de certains de mes collègues qui veulent aller un peu loin. Là d'aller jouer dans le cerveau, là, on rentre dans une autre question touchée qui redevient un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, là, dans laquelle moi, je n'embarquerais pas, par exemple. Mais ça fait partie de certains plans de match. Mais sans aller jusque-là, c'est plus une question de contrôle. C'est bon? Alors, je vous remercie d'être venu. Bien, merci beaucoup, professeur Joyal. Merci, bonne fin de soirée.